Cette semaine, dans le balado, on retourne au Wakanda. On assiste aux tribulations d'une chef d'orchestre et on adopte un chien aux troubles passés. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff! Allô! Les Black Panthers sont au menu aujourd'hui, en fait. Ben ouais! C'est ça que je regardais en préparant mes notes. Un très bon lien, effectivement. Ouais, le groupe militant et le super-héros. Et je pense qu'on peut aussi affirmer que c'est une semaine au film de longue durée. Oui, en fait, c'est tout l'un ou tout l'autre, on dirait. On a des plus de 2 heures et des moins de 2... Des plus de 2h30 et des moins de 2 heures. Fait que c'est... la moyenne fait des films de 2 heures. Voilà. Oui. On le dit à chaque semaine, là, on a beaucoup de produits... On dirait que dès que tu rentres dans la table des Oscars, puis des prix, puis de la reconnaissance, c'est toujours des films comme... pas excessivement longs, là, c'est mal vu peut-être, mais de plus de 2h15 parce qu'il faut de la substance. On prend le temps d'installer les choses et tout. Est-ce que c'est toujours pour le mieux, toujours réussi? Matière à discussion. Oui, voilà. Alors, sans plus tarder, avant d'aborder plutôt les films de la semaine, faisons notre petit tour d'horizon de l'actualité. De mon côté, ça a été assez tranquille. Je sais pas, toi, qu'est-ce que tu as j'ai juste une nouvelle. Fait que ouais. Sina 3-4 commence. Écoute, j'en ai 2 même. OK, bon, mais je peux commencer. Faisons un sandwich, ça commence. Nouvelle... Qui touche pas nécessairement la production cinématographique, mais quand même, on a annoncé le nouvel animateur des Oscars pour cette 95e édition qui aura lieu le 12 mars prochain. Alors, c'est Jimmy Kimmel qui est l'animateur d'un talk show de fin de soirée aux États-Unis. Alors, pour lui, ce serait une 3e fois. Il avait animé en 2017 et 2018, et on se souvient que 2017, c'était la fameuse bourde de La La Land et... Je pensais que c'était l'année de Seth MacFarlane, ça. Non, c'était Jimmy Kimmel. Donc, voilà. Alors, on revient avec peut-être une valeur sûre. Je pense que ces 2 prestations avaient été quand même très bien accueillies, saluées par le public et la critique. Moi, je suis un grand fan de Jimmy Kimmel. Fait que je dois avouer que je suis bien heureux de ça. En fait, contrairement justement les dernières années, on dirait qu'il y avait toujours eu des petits tollés ou scandales. Pas l'an dernier. Oui. En fait, l'an dernier, il n'y avait pas d'animation. Mais c'est faux parce qu'il y avait de l'animation. Effectivement, c'est ça. Tu prends 3 personnes pour dire qu'il n'y a pas d'animateur, là. Mais qui font chacun leur bit quand même. C'est ça. Puis l'autre année d'avant, c'était Kevin Hart, puis là, qu'il y avait eu un scandale sur un vieux tweet, puis que là, on avait enlevé, etc. Ouais, qu'il n'y avait pas eu d'animateur. Fait que là, je pense qu'on retourne animateur de talk show blanc qui va conforter tout le monde dans une animation peut-être un peu... consensuel par un beau dimanche soir. C'est sûr qu'il y a un humour moins politique qu'Emile, donc je pense que ça va être peut-être un peu plus bon enfant, effectivement, là, comme son émission. Ah ouais, j'allais dire, on devrait pas avoir de claques, mais en même temps, ça, c'était des présentateurs de prix, c'était pas... Chris Rock n'était pas l'animateur de la soirée. Non, il a déjà animé, je pense, Chris Rock. De mémoire, je pense que oui. Ou il a peut-être fait partie d'un duo, quelque chose, mais c'est sûr que Kimmel va absolument revenir là-dessus, j'ai l'impression. C'est obligé, c'est incontournable. Parce que, Will Smith ne devrait pas être dans la salle. Il a le droit d'y assister, il a juste pas le droit d'être en nomination pour comme 10 ans, une affaire de même. Je sais pas. Mais j'imagine que Chris Rock va être dans la salle. J'imagine. En plus, je sais pas s'il va y avoir des nominations, mais Amsterdam devrait en avoir. Ouais. Il est au générique quand même. Fait que je serais peut-être pas étonné qu'ils même peut-être le ramènent pour présenter quelque chose, puis ils vont faire une niaiserie avec c'est ça. Là, mais en tout cas... Présenter le documentaire, puis cette fois-là, vraiment donner la place. Donc, 12 mars pour voir cette cérémonie. Oui, avant qu'elle soit cancellée de la télé comme toutes les cérémonies, je sais pas. Les Oscars qui cherchent à se réinventer sans cesse parce que c'est toujours trop long. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, on coupe des catégories. Fait que là, les gens disent, là, ça n'a pas de bon sens que nous, on soit pas à la télé. Puis... Mais finalement, c'est toujours aussi long que ça changerait. D'ailleurs, on aurait même ramené les Golden Globes. Je pense qu'on n'avait pas parlé, mais il y a quelques semaines, ça a été annoncé qu'ils ont re-signé avec NBC. Alors, ça revient à la télé aussi. Mais je pense qu'ils n'ont pas annoncé l'animateur ou animatrice pour l'instant, de mémoire. Puis sais-tu de mémoire, ils ont-tu signé juste pour 1 an ou ils ont repris un deal de bonne question. Éditions? Je me rappelle plus. À suivre. Moi, écoute, ça va devenir mon film fétiche. Finalement, j'ai une autre nouvelle de casting sur Gran Turismo. Parce que, moi, quand un film n'a pas l'air bon, j'aime bien dire que c'est un accident de char. Fait que là, je ne sais pas ce que ça va être. Parce que ce qui est fascinant avec ce film-là, c'est que sur papier, ça a l'air d'être
c'est une adaptation de jeu vidéo de course de char, puis l'histoire, ça va être ça. C'est un jeune qui devient bon dans les jeux vidéo, puis à un moment donné, il fait le passage vers la vraie course automobile. Fait que c'est sûr que ça va être débile, là. C'est un blockbuster, là, t'sais. Mais les premiers noms génériques, comme on disait, c'était... il y avait Orlando Bloom, David Harbour, qui va jouer le vieux pilote qui va enseigner aux jeunes. Mais là, on a ajouté Jimon Onsu, qui est comme une figure afro-américaine qui est dans bien des films de ce genre, mais Jerry Halliwell Horner, donc la Spice Girl Jerry Halliwell qui va jouer la mère du gamin. OK. Et avec Jimon Onsu, dans le fond, parce que le jeune, c'est Archie Madekwe, qui était dans Midsommar, quelques séries télé et tout, là. Fait que je trouve ça vraiment drôle. J'ai oublié de regarder, je pense pas qu'elle a fait d'autres cinémas. Ben, elle a fait des Spice Girls, certes, là. Dans l'ordre de mémoire aussi, c'est je pense plus comme un genre de caméo, là, d'une Jerry Halliwell de genre 50 ans qui va jouer là-dedans. Peut-être plus mi-quarantaine, là, je sais plus. Ma différence d'âge quand j'écoutais ça en 5-6e année. Là. Mais, ouais, voilà. Mais ce qu'on se rappelle, c'est que c'est Neil Blomkamp qui va réaliser le film, qui a fait District 9 et Chappie et plein d'autres films comme ça. Puis les scénaristes, c'est dont un qui a fait American Sniper et tout. Fait qu'il y a comme une bonne équipe. Puis une idée. Fait que je trouve ça très mystérieux, ce film-là, et ça sort en août prochain, le 11 août. Alors, je crois que je vais être capable de dormir quand même d'ici là, puis je sais pas si dans 2 semaines, je vais avoir d'autres nouvelles de Gran Turismo pour vous. De mon côté, on a révélé cette semaine que Keanu Reeves va revêtir son habit de John Wick parce qu'il participe à la production du film du spin-off Ballerina, qui met en vedette Ana de Armas, donc elle avait un petit rôle... Je crois que de mémoire, c'était-tu dans le 3e ou le 2e? C'est juste dans le 3e qu'on voyait le ballet, les Russes et tout, mais je savais pas qu'Anna de Armas était dedans. Je sais qu'on voit cet univers-là. Ça, je me rappelle plus. Effectivement, peut-être qu'elle n'était pas dedans, effectivement. Mais bref, mais elle appartient à cette branche-là de l'univers de John Wick. Moi, qui fait très aussi... les Red Sparrow, là, le film qu'il y avait eu avec Jennifer Lawrence, il y a une couple d'années, puis tout, là, cette espèce d'espion russe qu'on casse, ou Black Widow aussi, là, avec des douches d'eau froide, puis voilà. Donc, à suivre, on n'a toujours pas de date de sortie, mais j'imagine que ça devrait être pour 2024, puisque 2023, on aura un John Wick 4, et on peut aller vers les bandes annonces, faisons justement. Alors, est sortie enfin cette première bande-annonce de John Wick chapitre 4 qui sortira au mois de mars. Moi, j'ai bien apprécié. C'est un univers que je dois avouer que j'aime beaucoup, honnêtement, que j'ai découvert, moi, sur le tard, en fait. Okay. J'ai vraiment écouté John Wick quand le 2 a vraiment cartonné au box-office, puis les critiques étaient dithyrambiques, tout ça. Puis, tu sais, j'avais qu'il y a un petit buzz avec le premier, mais tu sais, je n'étais pas porté pour autant aller le voir. Puis finalement, j'ai vraiment trippé. Ouais, je pense que j'avais découvert le 1 plus en DVD. Mais je me souviens d'avoir vu le 2 et le 3 au cinéma. Je pense. Puis, moi aussi, j'aime vraiment ça. Ça me rappelle les films d'action niaiseux que j'aimais quand j'étais jeune, mais vraiment bien faits, quand même plus intelligents. Écoute, comme on dit, ça va pas gagner des prix nécessairement. Ça pourrait dans certains festivals plus nichés sur l'action et ces trucs-là. Mais c'est vraiment un bon casting pour Keanu Reeves, qui lui, des fois, en plus, on lui... on l'accuse, là, mais tu sais, on trouve qu'il est un peu beige dans certains films. Il y a une filmographie très inégale, mais je pense que ça, c'est un rôle qui le sied très bien et tout. Vraiment. Ce qui peut rappeler un peu la Matrice d'une certaine façon, là, des combats très techniques et des choses comme ça. C'est la force des films. Les chorégraphies sont hallucinantes. Puis la direction photo aussi esthétiquement, c'est des beaux unique, films. Vraiment. Tu sais, c'est comme bleu, gris, vert. Puis avec du néon bien flashy en arrière, ça me rappelle un peu quand je joue aux jeux vidéo à Street Fighter ou Mortal Kombat, c'est comme un combat dans une arène précise, des choses de même. Il y a cette affaire-là, mais c'est tout le temps un peu dans des lieux publics glamorous, japonais techno, là, un peu, là, ou New York, ou wink wink Montréal. Là. Il y a pas mal de scènes tournées ici, je pense. Là, cette fois-ci, on est allé au Japon, à Osaka et à Paris. On peut le voir dans les bandes annonces d'ailleurs qu'il va affronter... présumément, peut-être pas des Yakuza, mais en tout cas, une branche japonaise et une branche française de ces familles d'assassins-là. Donc, bien hâte de voir ça. Il y a Bill Skarsgård, alias Pennywise, qui joue, en tout cas, probablement le méchant, qui est de la tête de la famille française. Donc, ouais, c'est ça. Un pas français à la tête de la famille française, ce qui est bizarre, là, mais bon. Sauf que...
Ouais, je comprends. Là, tu sais, à chaque volet, quasiment, il y a comme un jeune cocky à combattre ou quoi que ce soit. Puis là, tu sais, lui, il est recherché. Puis c'est parce qu'il a commis un meurtre à l'hôtel à la fin du 3 ou quelque chose comme ça. Fait que là, il est encore en cavale. Puis là, ce qu'on peut comprendre, c'est que Bill Skarsgård lui propose un genre de deal que s'il accepte, ça l'exempterait, mais ça va pas bien ses affaires. Le personnage de Lawrence Fishburne et Ian McShane aussi sont... de la partie et tout, là, fait que on continue l'univers. Là. Ouais, puis on retrouve aussi Donnie Yen au générique, donc c'est sûr qu'il va y avoir des combats d'arts martiaux assez élaborés entre les deux, c'est certain. Mais je sais pas, tu sais, la franchise va aller vers l'infini et plus loin encore, mais à un moment donné, ça va être dur de comme... On dirait qu'à chaque fois, ça fait quand même un certain temps que je les ai écoutés, mais qu'il y avait, mettons, à nouveau, là, c'est un combo couteau, tu sais, ou des affaires comme ça, là, à un moment donné, de réinventer la roue, c'est ça. Fait que... Mais moi, j'ai une tradition depuis le 3. En fait, là, on entend bien continuer avec des amis, là, c'est que là, une journée, on les écoute toutes, puis on va voir le nouveau cinéma. Fait qu'on l'avait fait avec le 3. Avec le 1 puis 2, puis on était sortis au cinéma. Puis là, là, on commence à se dire, bon, ça sort le 24 mars, là. Fait comme samedi 25 mars, là, faites garder vos enfants, puis, ben, tu sais, laissez-les à vos blondes, puis on se retrouve chez quelqu'un, on écoute les 3, puis on va au cinéma, puis on mange bien de la réglisse puis de la pizza. Là. Fait que c'est la journée jeune John garçon. Wick, là. C'est ça. Mais j'imagine que s'il y en a un 5e, ça va se faire sur 2 jours. Rendu là. Ouais, peut-être bien. Là, parce qu'à un moment donné aussi, à 4, ça va être un bon test. Là. Tu commences à être saturé, puis ça a moins d'impact. Là. Ouais, tout à fait. Mais c'est qu'ils finissent souvent très à suivre, surtout entre le 2 et le 3. Là. Puis je pense qu'entre le 3 et le 4, ça va l'être aussi. Fait que... Ben, c'est... Tu sais, si on était des jeunes cégepiens, on pourrait bien en écouter un par jour, mais c'est quasiment plus difficile que de se libérer une journée. En tout cas, on s'en reparle au mois de mars pour le marathon. Ah, mais là, finalement, je vais-tu le voir... je vais peut-être l'avoir vu avant, vu que souvent on check les films pour le balado. Décision. C'est ça. En tout cas, surtout, ce que je ferai pas, c'est pas réécouter les autres avant pour me retaper rendu au samedi encore les 4. Là. J'ai quand même d'autres activités que je suive Keanu Reeves. Autre bande-annonce plus cryptique, celle de The Whale de Darren Aronofsky, qui met en vedette Brendan Fraser dans un grand retour qui déjà sonne comme s'il va repartir avec une statuette dorée le 12 mars. Une bande-annonce d'1 minute environ, on entend 2 narrations du personnage de Brendan Fraser, puis avec juste des quotes de journaux, puis de festivals, de films incroyables, performances d'une vie, etc. Oui, parce que depuis cet automne, tout partout où il est présenté, les gens sont unanimes. C'est ça, il a joué au TIFF. Ouais, Venise aussi, je pense que c'était là la première, où on le voit justement... Le petit vidéo viral qui avait circulé où on le voit pleurer alors que les gens se lèvent et l'ovationnent et tout ça, donc c'est très touchant. Voilà, ouais, c'est ça, fait que c'est le rôle, c'est un professeur d'anglais reclus souffrant d'obésité morbide, comme on dit, qui va tenter de renouer avec sa fille adolescente pour probablement l'ultime chance de rédemption. Ouais, parce que lui, dans le fond, il avait brisé sa famille, il avait quitté sa femme et son enfant pour... un homme. Donc, et cet homme-là est décédé, je ne sais pas combien de temps après, mais on voit que sa fille, c'est une adolescente. Donc, c'est ça qu'il y a eu des regrets. En tout cas, il vit encore toutes ces émotions-là. Là, donc, c'est pour ça qu'il tente de renouer avec sa fille, qui lui en veut beaucoup. Ouais, joué par Sadie Sink, qu'on connaît pour le rôle de Max Mayfield dans Stranger Things. J'adore vraiment et j'ai hâte de la voir dans un autre rôle, effectivement. Là. Ben, un peu comme, en fait, toute la gang. Là, où ils sont des enfants acteurs qui ont été découverts là-dedans puis qui commencent à avoir toute leur propre liberté dans différents films ou franchises de films et tout. C'est super intéressant. Ça sort le 23 décembre sur les écrans et on confirme du côté de Entracte Film qu'il y aura une version française, La Baleine. En fait. Fait que pour tout public, le genre de film à prix et à performance. Ouais, puis de ce qu'on peut voir, écoute, je pense que ça va être assez bouleversant là, parce que juste voir Brendan Fraser, bon, c'est sûr qu'il n'a pas pris tout ce poids-là, quand même des prothèses, mais quand même. Je pense qu'il a pris quand même une certaine quantité. Ouais, ben il avait déjà pris. C'est parce ça. que lui, c'est ça, en plus, c'est un retour de dépression ou quelque vraiment, chose comme ça. Oui, il avait tout lâché ou presque. Puis, lui qui était parmi les coqueluches là, dans début 2000, fin 90, début 2000 aux États-Unis. Tu sais. Alors, à suivre pour ça. Sinon, les nouveautés de la semaine. On y va. Moi, je commencerai avec Chien Blanc, le film québécois. D'accord. De Anaïs Barbeau-Lavalette.
qui met en scène Denis Ménochet, et ça c'est mélangeant, Casey Roll et Casey Collins, mais il y en a un qui c'est Casey, K-A-C-Y, c'est la elle qui joue Jane Seberg, puis l'autre c'est K.C. Donc ça se prononce pareil, mais ça s'écrit pas pareil. Voilà. On est en 1968 à Los Angeles. En fait, c'est l'adaptation du livre de Romain Gary du même nom, Chien blanc. Alors, en 68 à Los Angeles, on suit l'écrivain Romain Gary et son épouse, qui est l'actrice et militante Jane Seberg, qui vont découvrir un berger allemand au seuil de leur porte, qui est très attachant et que leur enfant aussi aime beaucoup. Mais ils vont découvrir que c'est un chien blanc, donc qui a été éduqué pour attaquer les Noirs à l'époque où les esclaves se sauvaient et tout. Mm-hmm. Comme elle, du côté plus militante, veut abattre le chien, lui, le Romain Gary, l'humaniste tourmenté, lui il dit plutôt, ben non, il faut rééduquer le chien, parce que c'est pas de sa faute, il est pas né comme ça, il a juste enseigné des mauvais comportements. Fait que là, vous voyez déjà toute l'analogie avec tous les problèmes de l'Amérique, qui est encore présent aujourd'hui. Fait qu'il va confier le chien à Keys, un gardien afro-américain au chenil avoisinant. Et c'est ça. Et sa femme, au travers de ça, on est dans les tensions sociales. Elle est très impliquée dans le mouvement des Black Panthers, et ce qui va peut-être nuire à sa réputation et tout. Et donc, c'est où est la place des Blancs privilégiés dans le combat des Afro-Américains pour la justice et l'égalité. Même si c'était de leur base, c'est quand même leur combat d'une certaine manière. Fait que c'est une question encore très contemporaine, surtout quand on repense au dernier... au meurtre de George Floyd, ouais, les Black Lives Matter. Ouais, exactement. Là, puis t'es même aussi, lors des manifestations, je me rappelle plus si c'est à Washington ou... le président Trump avait dit lâcher les chiens. Oui, là. effectivement. Quand même, là, ça prend tout son sens. T'sais, nous autres, on réalise peut-être pas l'impact de cette réplique-là ici, mais aux États-Unis, ça avait fait couler beaucoup d'encre. Ouais, il y a du poids là-dedans. Ouais. Alors, ce film, quand même, j'ai trouvé assez facile à suivre. Là. Oui, ça peut oui, faire peur comme ça, tout ce qui se passe, mais c'est très bien monté. En fait, c'est une des forces du film, je pense, c'est le montage, parce qu'on peut facilement s'égarer dans toute cette profondeur-là et cette trame-là, surtout qu'on est dans une histoire vraie. C'est difficile d'accès. Et Anaïs Barbeau-Lavalette disait qu'elle a ajouté aussi beaucoup le personnage de l'enfant qui vient centrer un peu les décisions du père et de la mère par rapport à tout ce qui se passe. Fait que c'est un peu notre point de vue, quasiment, là, nous autres qui sommes un peu naïfs dans toute cette histoire-là. Genre. Non, c'était un beau défi de reconstituer Los Angeles en 1968. Et au niveau historique, récréation de la période, c'est vraiment bien réussi. En plus, elle donne au film encore plus de poids et d'images frappantes en mettant beaucoup de séquences d'époque et tout ça. Là. Oui, d'archives. Qui fait juste montrer que finalement, plus ça avance, plus c'est souvent pareil, malheureusement. Ouais. Et fait que oui, on assiste aussi un peu au déchirement de ce couple dans la vraie vie qui s'étaient séparés au moment où le livre est sorti. C'est ça, ouais. On voit dans le récit qu'il essaie d'écrire un livre, mais il est trop dans l'instant présent pour pouvoir l'écrire. Tu comprends que c'est ça qui va l'inspirer, mais on voit effectivement la brisure de leur couple tranquillement. Qui bat de l'aile un peu, déchirement et tout ça. Puis je pense rejoint beaucoup la filmographie d'Anaïs Barbeau-Lavalette aussi dans ses autres films. Elle met beaucoup en scène des femmes qui ont besoin de se sentir utiles, de combattre, mais en même temps qui sont perdues dans quelque chose de plus grand qu'elles. Donc on retrouve ces motifs-là que je trouve assez intéressant. Son dernier film, c'était La déesse des mouches à feu. Avant ça, il y a eu Inch'Allah. Le Ring, peut-être avant. Ouais, c'est ça. Inch'Allah, c'est son 4e film, bref, mais c'était Le Ring, l'autre que j'avais oublié. Donc, grande performance d'acteur. Fait que oui, écoute, si vous aimez les films... d'époque, même si c'est très contemporain, mais on s'entend des films à caractère social qui, comme tu l'avais dit d'entrée de jeu, qui amènent à la discussion, qui fait prendre conscience aussi. Chien blanc est une belle réussite à ce niveau-là. Moi, j'aurais peut-être... Puis, en fait, je pense que j'en retire le plus, c'est que ça m'a donné le goût de lire le roman, que je n'ai jamais lu. Et je serais curieux de voir aussi l'aspect du dresseur, parce que un des points importants de l'histoire, c'est évidemment la place du dresseur avec le chien, qui dans le film est là, mais pas autant présent. Fait que je serais curieux de voir dans le roman jusqu'à quel point ce l'est. Fait que c'est peut-être un choix aussi
de scénaristique d'Anaïs Barbeau-Lavalette. Fait que moi, j'aurais peut-être pris un petit peu plus de ce côté-là. Je trouve que ça aurait peut-être nourri un peu le film, qui est quand même un peu court. Oui, fait que, comme 1h40. Ouais, effectivement, peut-être un 5-10 minutes de plus, peut-être avec plus ce procédé-là. Je trouvais la conversion arrive quand même assez vite. Ça fait, même si on glisse de temps en temps là, dans le film. Ouais, c'est ça. Mais fait que c'est peut-être le seul petit bémol que je peux amener, mais sinon, c'est dans qu'il y a l'ensemble... comme plusieurs trames parallèles. Puis le point tournant, c'est qu'on suit beaucoup Romain Gary joué avec brio par Denis Ménochet. Ouais. Fait que oui, l'emphase est beaucoup mise sur le couple, qui n'est pas inintéressant, mais voilà. Fait que... Parce qu'il y avait un film, en fait, on va avoir un épisode spécial sur ce film-là qu'on va rendre disponible dans quelques jours. Donc on s'est entretenu avec Anaïs Barbeau-Lavalette. Puis on avait discuté aussi du fait qu'il y a eu une autre adaptation il y a plusieurs années. En 1982, quand même. C'est ça, qui, elle, disait que ça tournait vraiment juste autour du chien, puis il avait enlevé quasiment Romain Gary, puis Gene Seberg et tout, fait que c'était juste le concept quasiment du White Dog, du chien blanc. Et il y a eu un film sur Gene Seberg aussi, il y a quelques années, avec Kristen Stewart. Je me souviens plus qui l'a réalisé et tout. Fait que ça, c'est quelqu'un qui a eu la vie très difficile parce que au moment où elle s'est mise à s'impliquer avec elle a perdu comme tous ses rôles, tous ses contrats. Là, elle a été d'Hollywood. Exactement. Ça, et même de la communauté afro-américaine dit aussi, c'est notre combat, t'as par rapport à la petite blanche privilégiée. On se servait beaucoup d'elle pour son argent, des choses comme ça, pour avancer la cause, mais sans tout lui reconnaître. Puis c'est ça, il y a eu beaucoup d'excès du FBI pour absolument la faire accuser. C'est ça, de plein de choses. Fait que, les deux parents, Romain Gary et Gene Seberg, se sont suicidés. À un an d'intervalle. Ouais, c'est ça, une fois qu'ils n'étaient plus ensemble et tout. Fait que, comme on dit, c'est sûr que ça va te teinter. C'est comme, ça me fait penser à, Dédé Fortin, quand, après, on a tout écouté dehors novembre, on dit, c'était sûr, c'était ça. C'est comme, non, là, c'était pas un appel à l'aide clair. En rétrospective, tu vois qu'il y avait des tourments, mais tout le monde en a des tourments. On s'inquiète pas de la santé de Patrick Sénécal parce qu'il a écrit des livres tortureux. Là. Il paraît que c'est l'inverse, c'est le gars le plus sympathique et tout, et pas du tout macabre dans la vie. Là. Fait que c'est un peu ça, je pense qu'à posteriori, tu regardes la situation, puis leur tourment, puis comment ils vivent ces affaires-là. Mais... Oui, ça ajoute une autre petite dimension, connaissant leur fin de vie tragique. Voilà. C'est... Et pour ceux qui ne replacent pas Gene Seberg, quand même pas une actrice qui a une grande carrière, mais elle a joué dans un film très marquant en France, c'était le À bout de souffle de Jean-Luc Godard avec Jean-Paul Belmondo, donc qui a marqué... c'était surtout une mannequin, je pense. Ça se peut même, peut-être des deux. Peut-être qu'elle a été découverte, parce que dans le fond, c'est une Américaine qui était à Paris lorsqu'elle a été découverte par Godard pour jouer dans son film. Je pense que c'était son premier film, vraiment. Donc, après, elle est retournée aux États-Unis. Fait que, pour ceux qui se posent la question, film un peu bilingue, mi-français, mi-anglais. Et très intéressant. Production internationale. Finalement, à cause de la pandémie, a été tournée au Canada, pas mal en majorité. Et un petit caméo de Sarah Monpetit à la fin aussi, c'est drôle. Parce qu'au moment où elle a été castée pour le rôle, elle n'était pas aussi connue. Je pense qu'elle venait de tourner Maria Chapdelaine. Mais il n'était pas sorti encore. Ça n'a pas pris l'affiche et tout. Fait que c'est un tout petit rôle. Mais Anaïs nous disait aussi qu'il y a quand même des scènes qui ont été coupées au montage et tout. Fait qu'elle en avait un petit peu plus que ce qu'on voit à l'écran, mais assez pour la reconnaître. Fait que voilà pour Chien Blanc. Puis avec Anaïs on discute aussi évidemment de la production, mais même beaucoup de l'adaptation puis des choix de rendre le film court ou plus long, sur quoi axer et tout. Fait que vous avez vraiment écouté cet épisode là et aller voir Chien Blanc au cinéma. Alors restons dans le film de performance. Allons-y avec Tar de Todd Field. Oui, on vous a parlé il y a plusieurs semaines, qu'on avait très hâte de voir nous deux parce que... Il y avait un gros buzz là aussi, encore là d'un festival. Je sais pas si ça va se traduire au box-office, mais j'ai pas revérifié. Il me semble que c'est quand même assez tranquille, mais c'est des films plus de cinéphiles, un peu plus de genre, fait que c'est vraiment pas grand public. On est dans le bon 2h45 aussi ici, mais c'est Cate Blanchett qui brille, dans le fond. Le film est autour d'elle, autour de son personnage. On est dans le milieu de la musique classique, qui est une chef d'orchestre. Alors, elle va débuter les répétitions de la 5e symphonie de Mahler, en prévision d'un enregistrement en concert. Alors, Lydia Tarr, le personnage de Cate Blanchett, c'est la première femme à être nommée à la tête d'un grand orchestre en Allemagne. Mais elle va
dans cette période-là aussi souffrir de difficultés à composer une nouvelle pièce alors qu'elle travaille ça chez elle et elle devra également gérer des problèmes personnels avec une mystérieuse ancienne élève qui refait surface tranquillement dans son monde très chargé. Donc, il faut être très patient. Comme vous l'a dit, le film dure 2h45 et ça prend un certain temps avant que vraiment qu'il y ait des rebondissements ou que l'intrigue là, progresse réellement. Donc, c'est quand même, au début, il y a beaucoup de mise en place pour qu'on comprenne évidemment le personnage. Ouais, où on est dans sa vie et tout. C'est ça. Mais pas être péjoratif que ça va devenir excitant parce que c'est pas plate au début, mais au fil du récit, ça se corse un peu plus. C'est ça. Donc, mais quand on regardait la bande-annonce, j'avais en tête un genre de Black Swan de Darren Aronofsky, justement, qu'on parlait avec The Whale. C'est plus calme que ça. Ça reste un drame psychologique, mais c'est pas autant cette folie-là, cet enjeu-là et tout. Mais il y a de quoi de très intéressant d'en voir sa position finalement de pouvoir, où est-ce qu'elle est, comment est-ce qu'elle a... Ben, elle n'a pas bâti un empire, mais comment est-ce que c'est rendu à ces strates-là et tout. Fait que, comme on dit souvent, voir un nouvel aussi environnement, un nouveau métier et tout, ça c'est vraiment excitant. Ça prend un certain temps, mais amener, on la voit vraiment diriger l'orchestre. C'est très impressionnant d'être autant au cœur là, des répétitions aussi, pas juste le spectacle, comment ça se passe en répétition. Donc, c'est un monde qu'on comprend qui est très hermétique, qui a beaucoup de jeux de coulisses aussi, qui est très politique. Absolument. Fait que tout ce volet-là qui est intéressant. Puis je pense que ceux qui s'intéressent à la musique classique vont trouver ça intéressant aussi. Tu sais, c'est un corps de métier, là. C'est une discipline artistique qui est rapidement et naturellement internationale. Fait que oui, à l'Orchestre de Berlin, il y a peut-être plus d'Allemands que dans d'autres orchestres, mais il y en a quand même des Russes, puis des Français, puis des Polonais, puis peut-être des Canadiens. Mais il y en a un peu de partout dans le monde. Fait que c'est pareil. Fait que les chefs, ils se connaissent à l'international. Avant d'être en résidence sur un orchestre, ils sont souvent invités d'une place à l'autre. Mm-hmm. Et c'est un film qui, de par son personnage fort, qui joue aussi une chef homosexuelle, qui va défendre le droit aux femmes d'aspirer un peu au meilleur, puis à la direction d'un orchestre, mais ça pourrait être de n'importe quelle entreprise ou quoi que ce soit. Fait que... mais c'est pas... Il y avait eu un film, La chef d'orchestre, il y a quelques années, qui était vraiment un biopic, un film biographique sur une des premières chefs et tout. Là, c'est une fantaisie. C'est histoire inventée. Fiction, ça, c'est pas une personne qui a existé pour vrai. Mais Todd Field, qui a réalisé ça, j'ai oublié de noter, mais il fait très peu de films. C'est genre son troisième en 20 ans. Effectivement, c'est ça. J'avais noté In the Bedroom en 2001, puis Little Children en 2006, quand même. OK, fait que les deux premiers étaient quand même serrés, mais là, ça fait comme 15 ans. Là. Ouais, j'ai lu que ça faisait quand même longtemps qu'il travaillait sur ce film-là et qu'il avait écrit vraiment pour Cate Blanchett. Alors pour lui, c'était elle ou rien du tout, si ça ne fonctionnait pas quand même. Et Todd Field, c'est un ancien comédien. Okay. J'en fouillais un petit peu. Écoute, il a même joué dans Lance et Compte. Pour vrai? Okay. Il jouait un joueur probablement suédois du national, Anders Johansson. C'est dommage. Fait qu'ils ont juste demandé, il doit être blond, puis ils ont demandé de parler un peu cassé. Puis... Il est américain, je me disais, c'est peut-être canadien ou quelque chose, comment il aboutit dans Lance et Compte. Mais non, il est américain, tout ça, fait que, quand même drôle. Puis... Ah, mais là, peut-être que ce gars-là, il sait patiner aussi, puis que ça faisait partie, parce qu'il y a... Quand elle se promène incognito, qu'elle prend l'avion, puis qu'elle veut pas se faire déranger, puis, tu sais, entre toi et moi, je reconnaîtrais pas un chef d'orchestre, là, mais j'imagine où elle se met confortable pour voyager en avion. D'habitude, le classique, c'est d'avoir une casquette des Yankees de New York, qui est la casquette la plus vendue au monde. Mm-hmm. Mais elle a une casquette des Rangers de New York, puis je trouvais ça vraiment spécial, puis je me disais, si j'avais l'occasion de la rencontrer, je poserais la question, en tant que Canadien, là, pourquoi tu as choisi l'équipe de hockey? Effectivement, et ça, ce genre de détail-là, c'est pas laissé au hasard, donc ça se peut très bien, voilà. Ouais. Peut-être là, l'affiliation. Et peut-être son visage vous dirait quelque chose, si je vous parle d'Eyes Wide Shut, moi, c'est peut-être là que j'ai plus fait le lien de son visage. Il jouait le pianiste que Tom Cruise va voir, en fait, qui donne l'adresse de la fameuse orgie. Fait que c'était quand même un petit rôle, mais quand même un des rôles marquants du film. Donc, fait qu'il était comédien et maintenant, réalise. Donc, tout ça pour dire que Tar est vraiment à voir si vous aimez les performances de comédiens. Cate Blanchett, c'est à la hauteur du buzz. Là. On n'a pas été déçus. Elle est incroyable. Non seulement elle
elle a dû apprendre à parler l'allemand pour le film parce qu'il y a beaucoup d'interactions en allemand, mais elle a vraiment dirigé l'orchestre qui jouait devant elle, qui est un vrai orchestre qui est le Dresden Orchestra. Donc, oui, elle a pris vraiment le métier pour le tournage. D'ailleurs, on se posait une question parce qu'un des personnages d'Olga, qui est une violoncelliste, on se demandait est-ce que c'était vraiment une comédienne avant ou une musicienne avant. Oui, parce qu'on la voit vraiment jouer. Oui, c'est ça. Là, fait que la caméra réelle, puis c'est quand même des bons moments, là, c'est pas juste 2-3 petites affaires. Donc, c'est vraiment une musicienne qui a été choisie comme un casting call sauvage, finalement, là, d'agence qui repère des gens, puis elle a dit qu'elle avait un désir de jouer, puis dans le fond, elle a suivi des cours de Michael Caine, de l'acteur Michael Caine sur YouTube. Ah ouais, ok. Apparemment, des masterclass, donc elle a suivi ça. Ben, c'est possible. Elle avait le talent spécial qu'il voulait, c'était au moins le côté violoncelle. Tout à fait. Et d'ailleurs, dans le film, ils ont filmé vraiment elle live en train de jouer, donc elle performe vraiment en direct pendant la prise. C'est la même captation. Oui, tout à fait. Ouais, ça aurait été encore plus dur de recréer ça, une fois qu'elle le joue, puis là, tu vas refaire de l'overdub, mais qui doit faire les déplacements pareil, tout se bien d'avoir la bonne performance. Il y a des moments aussi où on voit Cate Blanchett jouer un peu de piano, plus pianoté, là, mais c'est clair que c'est elle pour vrai aussi. Là, elle jouait déjà du piano que j'avais vu. Fait que si vous voulez devenir acteur, actrice, n'oubliez pas d'ajouter plein de cordes à votre arc, pas juste faire des grimaces. Il y a Noémie Merlan aussi qui joue son assistante, fait que vraiment casting international, comme on disait. C'est sa conjointe Nina Hoss, qui est une actrice allemande qui joue aussi dans plusieurs films en Allemagne. Le visage connu, c'est ça. Ouais. Et moi, je trouve que c'est ça. C'était vraiment un bon moment de cinéma assez intellectuel, là, mais je ne veux pas que ça a l'air aride. C'est pas comme, tu sais, des fois, un Jodorowsky ou quelque chose de bien éclaté qui est dur à suivre. C'est juste que des fois, ça va être le plan, là, il est presque fixe pendant 10 minutes, puis la conversation qu'ils ont, ils l'ont en temps réel. Fait que il y a des bonnes envolées oratoires dans le film. Exact, on la voit enseigner à des étudiants un cours de chef d'orchestre et tout. Fait que tu apprends à connaître le personnage. Il y a des éléments là-dedans qui vont revenir plus tard, qui vont avoir une incidence. Plus la montée dramatique ou psychologique va augmenter au fil du récit. Mais c'est pas un film qui est anxiogène pour le spectateur. Pas du tout. Non, vraiment pas. C'est ses problèmes à elle qu'on découvre, si on veut. Et pour finir, c'est ça. C'est comme un film qui est très intelligent, qui est plus artistique. Mais le bémol, c'est que des fois, on dirait que le film en est conscient puis devient un petit peu prétentieux. Là, regardez comment mon plan est un peu hors norme. Voici, c'est beau. Puis même au niveau des dialogues, je suppose que c'est normal, parce que c'est dans ce milieu-là, mais il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de répliques qui vont aborder des sujets que nous, on connaît zéro, mais qui nous donnent aucun indice quand ils parlent de telle personne, telle affaire, puis des petites conversations, t'es comme clueless, là, t'es vraiment ok, j'ai aucune idée de quoi vous parlez, mais bon. Mais c'est ce qui fait, c'est ce que j'aime bien aussi du film, c'est qu'au lieu de faire comme si les personnages avaient des conversations pas tant réalistes, parce qu'à chaque fois qu'ils parlent, ils expliquent ce qu'ils font alors qu'ils sont supposés savoir de quoi ils parlent. Je sais pas si c'est trop flou quand je le dis, mais eux, c'est ça. C'est comme, non, là, la chef d'orchestre va rencontrer le premier violon, puis elle parle d'un autre que ça va pas bien puis qu'il faudrait peut-être congédier, c'est comme, tu sais, suis, là, parce que nous, on va pas te mettre en contexte. Eux autres, ils ont pas besoin de se mettre en contexte. Fait que c'est une force du film, mais c'est ce qui peut être un peu rébarbatif, là. C'est ça. Il y a des fois, elle va parler en allemand puis il y a pas de sous-titres parce qu'elle va leur redire en anglais puis tu comprends qu'elle fait juste diriger l'orchestre. C'est pas grave ce qu'elle a dit. C'est l'intention. De toute façon, tout passe dans son jeu. Cate Blanchett. Fait que Tar, nous, on a bien aimé puis comme tu dis, moi, tu sais, une Cate Blanchett qui se présente aux Oscars avec une performance en forme de même, ça a quand même de fortes chances, mais il y a beaucoup de bonnes performances masculines, on dirait que cette année, il y en a moins qui ressortent du lot. Brendan Fraser s'en vient, on n'était pas au TIFF, on ne l'a pas vu encore, mais c'est ce qu'on discute. Il faudrait que je réfléchisse un peu à toutes les autres, mais c'est sûr que, voyons, dans Everything Everywhere, Michelle Yeoh, quelque chose qu'on aimerait beaucoup, mais là, la difficulté, c'est que c'est un film qui est sorti en avril. Est-ce qu'on va s'en souvenir à ce moment-là? C'est un film qui est plus chaleureux, plus humain, alors que quand t'as une performance plus froide, plus technique, intense, peut-être, est-ce que ça va être prisé davantage? Puis on parlait de Till il y a quelques semaines qui vraiment fait patate au box-office, mais que ça fait pas de ça un moins bon film. Puis la mère de famille est comme Mamie Marnie, là, parce que j'ai oublié la comédienne, mais aussi incroyable. Fait que je pense que ça va être une lutte très serrée du côté féminin, à tout le moins, pour
meilleur comédien et comédienne. Tout à fait. Et dans... le gros morceau. Ouais, le gros morceau, mais Allons-y. j'allais dire qui est quand même tragique à sa façon, évidemment. Ouais. Black Panther Wakanda Forever, ou Longue vie au Wakanda en version française, de Ryan Coogler, donc Black Panther 2 pour les intimes. Mhm. Ryan Coogler qui est encore aux commandes, c'est son univers à lui. On note aussi le Suédois Ludwig Göransson qui revient à la musique, lui qui avait gagné un Oscar pour la musique du premier film. Et ben c'est un cast très franchement féminin en majorité. C'est toutes les personnes qui reviennent, Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Angela Bassett dans La Mère, la Reine, mais aussi les personnages de Winston Duke et celui de Martin Freeman. Il y a lui de... j'ai un blanc. Lui de... Justement, qui était dans Nope. Je l'aime full en plus, cet acteur-là. Puis là, j'ai vraiment un... Daniel Kaluuya. Kaluuya, ouais. Lui, c'est ça. À cause de Nope, c'est un conflit d'horaire. Fait qu'il est juste... Il est pas là. Il est pas remplacé. Il est juste pas là. Fait que ça empêche pas qu'on le revoie plus tard. On imagine qu'il était en vacances pendant cette grande crise au Wakanda, là. Mais bon. Alors, où est-ce qu'on se situe? Ben, on peut pas passer sous silence que l'acteur Chadwick Boseman est décédé d'un cancer du pancréas. Côlon, ouais. OK. Puis il avait comme annoncé à presque personne, il a tourné des films jusqu'à la fin, puis fait qu'il y a eu une chute assez rapide sinon pour la population par la suite. Donc, le Disney Marvel ont décidé de ne pas remplacer son personnage. Donc, on assume qu'il décède également. Donc, après la mort du roi T'Challa, les membres de sa garde rapprochée vont devoir s'unir pour protéger le Wakanda, des nations prêtes à tout pour mettre la main sur la principale ressource naturelle, le puissant vibranium. Alors que dans le premier, on découvrait que c'était très secret, que juste eux le connaissaient. Ben là, l'avènement de Black Panther et des autres aventures Marvel font que tout le monde est au courant, bref, et que toutes les nations veulent ce minerai incroyable. Mais les Wakandais vont apprendre qu'il y a un incident maritime impliquant une flotte des États-Unis avec un peuple jusqu'ici inconnu et comme mis sur leur dos. Tout le monde pense que c'est le Wakanda qui a fait ça, alors que c'est un peuple aquatique que personne ne connaît. Fait que eux vont entrer en communication et même en confrontation avec eux, à savoir c'est quoi leurs intentions, puis est-ce qu'ils sont bienveillantes ou malveillantes. Voilà. Et ben, cette civilisation est menée par un nouveau personnage qu'on introduit, quand même bien connu dans l'univers Marvel des bandes dessinées. C'est celui de Namor, dans la bande dessinée, qui est le prince de l'Atlante. Là, vu que Aquaman est sorti avant, alors j'ai l'impression qu'on a voulu se distancer des films Marvel. Donc, il n'y a pas d'hippocampe. Là. Non, la réinvention du personnage est quand même intéressante, où on l'associe plus finalement à la civilisation Maya et tout ça. Donc, et on a introduit aussi un nouveau personnage, Ironheart, Riri Williams aussi, un personnage ça plus récent dans les bandes dessinées, qui est comme la nouvelle Iron Man, une jeune étudiante très brillante qui va construire une armure à la Iron Man. Donc, elle aussi aura droit à sa propre série éventuellement. Donc, elle va être là pour plusieurs années encore. Ils ont confirmé. Oui, c'est déjà confirmé. Donc, ils sont en train de faire ça. Dans chaque film, ils amènent, on pense à America Chavez dans les derniers Doctor Strange, puis tout, qui amènent tranquillement des jeunes de 20-25 ans pour avoir une petite passation de pouvoir, effectivement, c'est ça, je pense. Pas tuer tous les personnages non plus. Puis à un moment donné, ils viennent à coûter cher aussi. Il y a peut-être une question budgétaire aussi. Donc, c'est comme au hockey, finalement. Ouais. Fait qu'au lieu de signer des vétérans, tu prends des jeunes qui ont bien du talent, puis plus rentable. Donc, écoute, il faut parler de l'éléphant dans la pièce. On était tous curieux avec le film, comment on était pour traiter la mort de Chadwick Boseman. Donc, sans aller trop dans les détails, on veut vous garder la surprise, mais je trouve que ça a été fait d'une belle manière, très sobre, tant dans le film qu'on rend hommage, évidemment, à Black Panther, mais aussi aux comédiens. Et Marvel le font à leur belle manière aussi, sans vous en dire trop, mais il y a un bel hommage. Il y a quasiment pas une minute, mais il y a un moment de silence quasiment que dans la salle, tu es obligé de l'accuser. Et il y a plusieurs... Ça va... Tu sais, le film tourne... je sais pas, je vais trop vite, mais le film tourne beaucoup autour du personnage de Letitia Wright. Shuri, c'est ça. Fait que de la misère à faire son deuil. Exactement. Fait que c'est beaucoup le deuil du Wakanda, mais beaucoup de elle qui n'accepte pas la mort d'avoir perdu son frère, plus que la perte du Black Panther comme tel. Mais on sent dans certaines scènes que c'est d'avoir perdu un ami qui est Chadwick Boseman. Fait que je pense que... Écoute, les comédiennes, il y a des scènes très émouvantes. Ils ont Angela pas dû aussi à chercher très fort, forcer très fort pour pleurer. Là, ça sent que c'est des vraies larmes là, à l'écran. Là, c'est beau à voir. Une vraie...
c'est ça, là, un moment où c'est Angela Bassett, son personnage de reine, qui vraiment est comme fâché d'avoir perdu son mari, donc le père, il y a quelques années, puis son fils, puis tu le sens que c'est une vraie rage puis incompréhension que Chadwick soit parti de même, stupidement avec un cancer et tout. Fait que, bref. Au niveau du film, là où il se situe aussi, on est à la fin de la phase 4. On sent que c'est quand même un volet de transition de l'univers Black Panther, comme on va se répéter, mais probablement qu'il avait écrit un autre film, puis quand il est décédé, ils ont fait snap. C'est ce qui est confirmé, effectivement. C'est ça. Fait que là, c'est pour ça que toutes les choses se transfèrent. T'sais, on avait présenté Shuri comme la super whiz gadget et tout. Fait que c'était peut-être elle qui s'en allait vers le Iron Heart. Peut-être, ouais. Alors que là, faut introduire un nouveau personnage, mais qui est très bien amené dans comment se passent tous les problèmes, là, comme on dit, par rapport au vibranium et tout. On traite aussi, évidemment, entre le peuple de Namor et celui de Wakanda, il y a quoi par rapport à la colonisation et tout. Tu sais, la force du premier Black Panther était aussi le lien, parce qu'il disait, vous avez une technologie pour aider comme votre peuple, mais pourquoi vous n'allez pas aider tous les Noirs d'Amérique? C'était le gros problème que Killmonger voulait régler, mais qui s'était un peu emparé du pouvoir d'une certaine façon, tu sais, à sa façon. Et puis, fait que t'as un peu ce côté-là aussi, tu sais. Les Namers sont pas là juste pour foutre la merde, ils ont une raison, ils ont une motivation de vengeance et tout, fait que comment ça va affecter les autres, surtout les personnes si à ce moment-là vivent en deuil, sont peut-être plus susceptibles de trouver ça intéressant, ces motivations-là, etc. Donc on est vraiment dans un autre ton que, exemple, Thor. Si vous avez moins aimé Thor cet été, que vous avez trouvé ça trop comédie. Il n'y a pas vraiment de blague dans celui-là. Non, c'est assez lourdeau par moment. C'est dans un ton là, c'est ça, de deuil, de tristesse quand même une bonne partie du film, ce qui n'est pas négatif en soi, mais c'est juste pour vous aviser que c'est ça. On est dans un ton beaucoup plus sérieux. Moi, je trouve qu'il y a des forces et des faiblesses avec le 1. En sortant de la salle, j'écoutais un peu, il y en a qui ont beaucoup plus aimé ça que le 1. D'autres avaient quand même préféré le précédent. T'sais, on peut pas passer sous silence quand même que la perte de Chadwick Boseman laisse un grand vide quand même, parce qu'il y avait un charisme évident. Mm-hmm. Et aussi avec la présence de Michael B. Jordan, de son personnage de Killmonger. dans le premier, il y avait un duo là, assez fort qui manque peut-être un peu au film. Puis moi, j'ai moins accroché au comédien qui joue Namor. Peut-être parce que je connaissais par la bande dessinée, qui est plus impérial, qui est plus imposant. Il y a une autre dynamique, je trouve, que là, j'ai moins accroché. Donc ça me laissait un petit peu froid, mais dans l'ensemble, je pense que le film rend bien justice à tout ce qui est arrivé au personnage, au comédien, et amène le récit ailleurs qui va être, je pense, juste intéressant à suivre quand même. Puis surtout, ça l'offre vraiment une belle plateforme pour des rôles féminins très forts. Ce qu'on voit quand même. On commence à voir un peu plus, mais quand même, c'est ça que tu le disais d'entrée, on a 4 femmes qui sont quasiment les 4 personnages principaux dans le film, qui ont des belles scènes, puis je trouve que c'est quand même un bel exemple. Et à côté de nous, il y avait 4 filles quand même dans le cinéma. Ah ouais, okay. Et c'était le fun de les voir réagir, tu sais. Fait que chaque fois, je les voyais bouger, tout ça, puis s'exciter quand il y a des affaires. Fait que je trouve ça le fun parce que on doit se dire qu'on a été privilégiés à ce niveau-là quand même. Depuis qu'on est jeunes, nous, on s'identifie, on a tous les gars super-héros. Et là, je trouvais ça le fun. C'est cool qu'eux autres puissent quand même avoir ça aussi, là. Absolument. Mais disons que c'est une autre belle réussite pour Marvel. Et encore une fois, ce que j'aime, c'est qu'on réussit à chaque nouveau film quand même à changer de ton, à garder une espèce de cohésion quand même dans le grand univers de Marvel. Mais là, c'est quand même une suite très réussie à l'univers Black Panther aussi. Donc, bravo. C'est sûr que de l'externe, quelqu'un qui écoute aucun de ces films-là, qui n'a rien à cirer puis qui est allé nous entendre parler depuis 8 minutes de ça, c'est comme c'est toute la même affaire. Mais c'est pas vrai, c'est ça la force que Marvel arrive quand même à faire avec le MCU. Et ce que du côté de Warner, on essaie de faire, c'est que chaque film a sa couleur, mais il y a un tout cohérent. Puis il ne fait pas ça qu'il veut. Mais oui, il y a des arcs narratifs assez classiques, mais ça, ils sont classiques dans du storytelling puis dans des films en général. Mais il manque un peu il n'y a pas de combat épique et mémorable dans ce film-là non plus. Il n'y a pas beaucoup de scènes d'action. Donc ceux qui aiment plus ce volet-là des films de super-héros, peut-être que vous allez être un petit peu déçus. Sachez d'avance là, que c'est pas ça brasse pas énormément.
Mais je trouve quand même que le film arrive au bon moment. Il y avait eu un jeu de décalement, puis au départ, il devait sortir l'été, je pense. Là. Puis ça aurait pas bien marché, je trouve, l'été. C'était correct d'avoir Thor qui était beaucoup plus léger et tout. Puis en novembre, ben pas juste parce que c'est gris puis qu'il fait fret, là, mais comme... je sais pas, on dirait qu'il est comme plus sérieux, il est en transition. Ça finit bien une phase 4 avec quand même... C'est ça, ben... Je cherche un synonyme, là, mais plus de sérieux que juste bouffonner avec des chefs qui crient, fait que... C'est cool. Puis on va commencer la phase 5 avec Ant-Man, puis en présentant Kang, puis en allant au centre du Quantumania et tout. Là. Fait que là, on va retomber plus dans le sci-fi shit. Ouais, et un peu plus léger. Dans les films Batman, on est un plus peu plus de blagues et tout. Comme ton bon enfant, un peu comme Gardien de la Galaxie aussi. Donc, les 2 prochaines offrandes, pour ceux qui aiment leur Marvel, peut-être plus... c'est ça, puis Gardien, c'est au mois de mai, ouais, c'est ça. Okay. Donc, plus léger, plus bande dessinée, ben, c'est ça. Oui, mais c'est eux, je pense, qui vont peut-être plus introduire des concepts du grand scheme de la phase 5, de tout ce qui s'en vient, comme les méchants et tout. Ouais. Ici, on est plus juste qu'est-ce qui se passe avec le Wakanda suite au décès de T'Challa, finalement. Ah, c'est ça que je voulais dire. C'est une petite mise en contexte. J'avais oublié, moi, ce qui se passait dans le 1. Puis ça m'a pris comme tout le film avant de m'en souvenir. Mais dans le fond, rapidement, T'Challa, donc, devient le nouveau Black Panther. Ils boivent un petit jus de fleurs qui donne un pouvoir très spécial. Quand il se fait challenger, il faut qu'il l'enlève, il se bat à main nue, puis là, il est digne de le reprendre. Sauf que quand Killmonger le bat, il brûle toutes ces affaires-là. Fait qu'il devient le seul avec ce pouvoir-là. Ou peut-être qu'il en reste une pour que T'Challa repogne ça. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a plus de Black Panther aussi, parce que dans le fond, c'est cette espèce de fleur magique qui leur donne cette force surhumaine. Ils en ont plus. Puis c'est ça l'enjeu. Pourquoi il n'y a pas d'autres Black Panther? C'est ça. C'est comme à la moitié du film que je me disais, mais pourquoi qu'est-ce qu'il y avait de spécial? Tout ça est bien ramené. Justement, ceux qui ont vu le film il y a longtemps, le premier, moi aussi, ça faisait un bon rappel parce qu'il y a des trucs aussi que j'avais un peu oubliés. J'ai fini par le comprendre parce qu'à un moment donné, c'est dit, mais c'est ça. Bref. C'est pour ceux qui n'ont pas revu depuis 2017 le volet précédent. Dans les autres sorties cette semaine, attends un petit peu, je suis sur 2 feuilles, il me manque le titre. C'est ça, Tori et Lokita, des frères Dardenne, Luc Dardenne et Jean-Pierre Dardenne, qui sont des habitués aussi du cinéma social européen et dans la francophilie beaucoup. Ici, on est en Belgique, et Lokita, qui est une adolescente immigrante, elle tente d'obtenir ses papiers pour pouvoir obtenir un emploi régulier puis y vivre. Puis elle est comme une enfant immigrée. Et ça arrive ça partout dans le monde, là, dans le fond, qu'elle est juste arrivée sans famille, juste elle a été envoyée, etc. Mais là, elle est comme pognée dans cette paperasse-là. Et elle va se lier d'amitié avec Tori, qui est... un jeune immigrant, lui, plus, je dirais plus une douzaine d'années, alors qu'elle a peut-être plus 15 ans, qui, lui, était immigrant légal. Fait que lui a ses papiers, puis il se crée comme un band entre eux autres, une liaison, puis ils se font passer pour frères et sœurs. Fait qu'il espère que comme ça, il va pouvoir obtenir ses papiers. Mais c'est un processus très difficile, et elle doit de l'argent à son passeur, et elle veut obtenir des faux papiers, sinon pour que juste ça aille le plus vite possible. Et son seul moyen, vu qu'elle ne peut pas légalement travailler, c'est qu'ils vendent de la drogue. Ils font de la livraison de drogue pour le compte d'une petite pizzeria locale, là, qui est un front finalement pour le gros commerce de drogue. Sauf qu'elle a besoin de plus d'argent et va se faire offrir une job, je sais pas comment ça se dit, mais d'aller s'occuper d'une serre de marijuana pendant quelques mois. Fait que là, elle va être loin de Tori pendant tout ce temps-là. Fait que c'est comment leur relation va se passer là-dedans. Les deux qui ont fusionnellement assez besoin de l'un de l'autre. Fait qu'ils ont vraiment l'air d'être un grand frère, grande sœur. Les deux n'ont pas de parents, n'ont pas de famille, ils sont en famille d'accueil finalement. Okay. Drame social, sur les enfants immigrés. C'est 90 minutes, c'est assez excitant quand même comme montage, comme avancement. Ça rappelle peut-être un petit good time des frères Safdie, mais pas aussi anxiogène nécessairement. Ça avait été présenté au Festival de Cannes dans la sélection officielle. Il était en compétition pour la Palme d'Or. Ne l'a pas gagné, mais il a reçu le prix spécial du 75e Festival de Cannes. Là. Je pense que c'est quelque chose qu'il y avait juste cette année, mais quand même. On sait que les frères Dardenne sont bien aimés à Cannes. Oui, exactement. Des habitués de festivals et de Cannes principalement. Je pense que tous leurs films sont là en première. Des prix,
C'est ça, en première projection et tout. Là. Fait que, ouais, Tori Lokita, très intéressant. C'est ça, ce contexte social-là. Film rapide, bien monté. L'union entre les deux est fantastique. Puis j'entendais une entrevue, une autre chronique sur le film à la radio. Puis on mentionnait qu'il y en a au Canada aussi, puis au Québec, là, des jeunes comme ça qui arrivent sans famille. Puis il y avait un documentaire il y a quelques mois, je pense que c'était avant l'été, là, Seul, de Tom... mais j'ai oublié son nom de famille, qui était ça sur le parcours, là, que des gens qui sont arrivés comme ça, sans famille, avec un passage et tout. Fait que ça peut être dur un peu, ce film-là, mais je le recommande tout de même, Tori Lokita. Et comédie beaucoup plus légère, Super-héros malgré lui, de Philippe Lachaud. En fait, j'étais là, je l'ai déjà vu à quelque part, ce gars-là, et c'est qu'ils sont comme une bande d'amis à faire des comédies à peu près aux 3 ans, genre. Il faut dire qu'en France, il y a beaucoup plus de production qu'au Québec. Là. Le milieu, le bassin est plus grand, fait qu'il y a des demandes beaucoup pour des comédies. Il y en a une petite quantité qui se rendent ici au Québec, mais ils s'en produisent vraiment beaucoup pour en avoir pour les salles de cinéma, pour les réseaux télé, etc. Fait qu'il y a une demande. Fait que Philippe Lachaud, avec ses comparses Julien Arrouti, Élodie Fontan, qui est en fait la femme de Philippe Lachaud, et Tarek Boudali. Fait que on leur doit surtout Alibi.com, qui en a un 2 en préparation, Babysitting 1 puis 2, qui sont peut-être les plus connus. Ouais. Il y avait 30 jours max il y a quelques temps, que là, c'était... Tarek Boudali qui avait le rôle principal, les autres en arrière. Des fois, c'est des réalisateurs externes, mais dans le cas de Philippe Lachaud, quand c'est lui qui écrit les films, c'est lui qui les réalise maintenant. Alors, ce qu'il joue ici, c'est un comédien raté, qui est Cédric, mais qui réussit par un concours de circonstances à obtenir le rôle du nouveau super-héros Batman. Et il y a beaucoup de blagues sur l'univers des super-héros et les Avengers dans le film. Fait que justement, c'est comme ça ressemble un peu à Batman, puis c'est comme non, il n'y a pas de cap, fait que c'est vraiment pas la même affaire et tout. Sauf que là, le tournage va bien, il va devenir éventuellement une star et tout, mais il fait un accident avec sa voiture de tournage, hors du tournage, alors que son costume va devenir amnésique et va soudainement penser qu'il est Batman parce qu'il est habillé comme ça, donc il se sent investi d'une mission qui est de sauver sa femme et son fils, je pense, mais qui sont plus par rapport au scénario. Fait qu'il est comme parti dans la brousse. Fait que sa sœur et ses amis, là, joués par leur comparse dans la vie que j'ai nommé précédemment, vont partir à sa recherche. Mais pendant ce temps, son père, qui est inspecteur de police, lui tente de mettre la main sur un dangereux braqueur de banque qu'il poursuit depuis des années. Fait que tout ça va s'entrecroiser évidemment. Est-ce qu'il va reprendre la mémoire éventuellement, etc., etc. C'est une comédie assez légère. Là. Moi, je dirais que c'est un genre de 8 ans et plus. Là. Des fois, c'est assez grivois. Souvent, les gags au premier degré. Et des gags de petits pénis puis des affaires comme ça. Fait que c'est pas un truc très intelligent, mais si vous savez ce que vous allez voir, je pense que vous pouvez passer un bon moment. Il y a... je sais pas si que ce soit péjoratif, une des forces du film, il dure comme 1h20. Fait que... on ne niaise pas dans trop d'affaires. C'est assez vite dans l'histoire avec les blagues autour. Il y a un truc que je trouve assez facile, c'est qu'ils sont comme les 4 amis, mais là, il y en a un qui sort avec la mère de l'autre. Fait que là, ça fait comme pas un triangle amoureux, mais une drôle de relation. Puis dès que ça commence, c'est comme ça. C'est assez singulier là, comme situation. Là. Avoir 2 amis de 35 ans, puis il y en a un qui sort avec la mère de l'autre. Fait que ça fait plein de blagues de malaise et de trucs comme ça. Là. Fait que c'est ce genre d'offrande, mais c'est des films qu'on fait pas, moi je me trompe, pas vraiment ici au Québec. Non, je pense que c'est parce qu'on produit pas assez de films. Fait que aux États-Unis, on envoie de ces films-là, là, Adam Sandler, puis tous ces trucs, c'est ce genre-là aussi. C'est juste, je pense qu'on produit pas assez de films, fait que ça générerait pas la valeur d'ailleurs, le retour c'est Babysitter était très inspiré de Hangover aussi. OK. Lendemain de veille, parce que il perdait le bébé et tout, là, c'est ça? Oui, dans le premier, puis le deuxième, ils sont en voyage. C'est ça, fait que, mais tout est raconté aussi à l'envers, là, comme Hangover. Puis, mais moi, j'ai découvert, c'est ça, Babysitting pendant la pandémie. On cherchait des trucs à écouter en famille, puis on était tombé dessus. Puis honnêtement, j'avais trouvé ça très sympathique, les 2 films. Puis après ça,
Alibi aussi, qu'on a écouté plus tard. Donc, moi, ce que j'aime de leur univers, c'est que c'est ça, c'est de retrouver cette même gang-là à chacun des films. C'est quelque chose qu'on voit moins aussi. Oui, donc, c'est ça. Ça, je trouve que c'est le fun. C'est ça, je trouve ça Mais super comme tu as dit, intéressant. c'est très léger. Là. On met le cerveau à off. Je pense pas que vous êtes en train d'hésiter entre Tar puis Super-Héros malgré lui. Vous savez tout de suite lequel des deux vous parle le plus. Là. Ouais. Mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de sous-film tant que vous trouvez votre bonheur à sortir en salle de cinéma. Et sur ça conclut l'épisode de cette semaine. La semaine prochaine, on continue la route vers le temps des fêtes et les Oscars. Ouais. C'est ça, j'espère que vous n'êtes pas tannés de nous entendre en parler. Il y a She Said de Maria Schrader, donc l'adaptation du roman que les deux journalistes du New York Times ont écrit sur le développement de l'affaire Harvey Weinstein, quand il a fallu quand c'est sorti, avant que ça sorte au grand jour, quand ils n'entendaient parler, qu'ils sont allés grinder, comme on dit, pour aller chercher plein de témoins, mais que personne ne veut parler. Puis toute l'enquête qui a mené justement à l'article là, qui l'a déchu. Donc, moi, j'adore ce genre de film-là. Ouais, qui rappelle Spotlight, mettons, il y a quelques années, qui s'était bien démarqué aussi. Certains défauts aux Oscars vont trouver que le film est un peu consensuel. Bon, ça, c'est si vous n'êtes pas content qu'il ait gagné le prix, mais ça ne fait pas un mauvais film pour autant. T'sais. En plus, ça se passe dans le monde du cinéma et tout ça, donc c'est d'autant plus fascinant. Donc, moi, ça fait partie des films que j'ai bien hâte de voir. Ouais. Alors, Elle a dit au Québec, She Said, ça prend l'affiche le 18 novembre, et plein d'autres beaux films qu'on va vous parler la semaine prochaine. D'ici là, écrivez-nous au balado au singulier @monciné.ca. Ça se dit-tu encore ou c'est juste en commercial? @monciné.ca. Et nous vous invitons à vous procurer gratuitement, comme d'habitude, le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province du Québec au Canada. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Alors sur ça, bonne semaine de cinéma, bon popcorn et gare aux chiens si jamais vous en voyez un égaré dans votre coin.